Bonjour, ou plutôt rebonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On a eu une matinée chargée. Merci à tous d'être fidèles. Il est 15h et quelques minutes et vous savez que dans le transport routier de marchandises, on est toujours à l'heure. Cet après-midi, un programme très chargé. Je vous rappelle que nous essayons le plus possible d'être interactifs. Donc nous avons le téléphone. Donc vous pouvez envoyer par SMS toutes les questions, tous les commentaires. Vanessa, qui est en régie, se fera votre porte-parole. À ce propos, justement, beaucoup d'appels pour nous raconter, pour nous dire que l'intervention de Cathy Vauquier était formidable. Vous savez, la dame de la Banque de France, juste pour info et pour rassurer tout le monde, tous ces slides, toutes ces informations sont actuellement full screen, plein écran, sur le site de la FNTR. Allez, on n'a pas du temps chargé. On va parler dans cette première relation, dans cette première séquence, des nouvelles relations au travail. L'homme que nous allons accueillir sur ce plateau n'est pas tout à fait comme les autres. Cet homme a assisté depuis plus de 41 ans à tous les congrès de toutes les confédérations syndicales. Il est passionné par le dialogue social et par le débat d'idées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bernard Vivier, bonjour. Installez-vous, je vous en prie. On se dit bonjour avec le coude. Bernard Vivier, est-il nécessaire de vous présenter? On vous voit souvent à la télévision quand on a besoin de comprendre quelque chose à ce qui se passe dans le domaine social. J'ajoute dans votre emploi du temps que vous êtes membre de l'Institut supérieur du travail, membre depuis très longtemps et directeur d'ailleurs depuis 2016. L'Institut supérieur du travail, c'est un institut public ou privé? Privé. C'est un institut privé et nous y tenons parce que si nous sommes privés de subventions. Et c'est un bonheur. Ça veut dire que chaque jour, vous êtes obligé de vérifier que vous êtes utile. Que ce que nous faisons répond à un besoin. Répond à un besoin. C'est un petit peu méchant pour les instituts publics qui, eux, ont une utilité dans la recherche fondamentale. Notre métier, c'est un métier d'observation, de mise en perspective, du climat social, des évolutions dans les entreprises et autour des entreprises. Et de formation aussi. Et de formation, beaucoup. Alors, on va faire comme tout à l'heure avec la Banque de France. On commence par le climat social général et on finissera par le TRM en focus. Le climat social général en France. On sort de 18 mois de confinement. Oui. Comment on va? Comme quelqu'un qui a été confiné pendant 18 mois. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu besoin de se protéger. Pendant 18 mois, nous avons observé deux phénomènes. D'abord, une présence massive de l'État dans les décisions qu'il fallait prendre. Il fallait protéger la santé. On a bien vu, évidemment, des hésitations. Mais l'État, globalement, a joué son rôle. La crise a été conjurée. Ça a été long, bien évidemment, c'était nouveau, mais l'État a protégé, a garanti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a pris un peu le goût à continuer à gérer la société. Bon, le bonheur des hommes et des femmes par l'État, ça n'a jamais été très bon. Et puis, on a vécu dans les entreprises le besoin à la fois de protéger les personnes aussi et de continuer à produire, à rendre des services, à assurer de la production, du transport. Donc, les entreprises ont eu cette difficulté. Il fallait aussi adapter les effectifs, garder les bons talents, ne pas les voir partir, parce que quand la reprise allait se faire, et on le voit en ce moment, eh bien, des entreprises peuvent être sujettes à des pénuries de main-d'œuvre. Oui. Donc, et ça a été bien géré. Le climat social, on a l'impression d'être... Alors aujourd'hui le climat... Pardon ? L'œil du cyclone? Non. Non, nous avons de bons chiffres. La reprise économique est là. Le chômage se réduit. Nous avons toujours des fragilités, les fragilités de trésorerie ou de financement des entreprises. Attention, nous ne sommes pas sortis du trou noir. Les gouvernants nous disent tout va très bien, on a retrouvé la croissance d'autrefois. Non, ce n'est pas vrai. Mais nous avons un climat social qui est un climat marqué par l'inquiétude, par la lourdeur et aussi par des bouffées de chaleur très préoccupantes. L'inquiétude, la lourdeur, qu'est-ce que c'est? C'est l'abstention, le retrait, le repli. On ne retrouve pas toujours le chemin de l'entreprise. Le télétravail a donné des habitudes aussi. On ne sait pas très bien comment on va retravailler dans l'entreprise. Et puis, une abstention, une critique et aussi, ça c'est la version dure, une critique de tout ce qui est hiérarchie, autorité. Les entreprises, fort heureusement, sont à l'abri, pour l'instant, de ces critiques violentes. Mais les partis politiques, les syndicats, les médias traditionnels sont très violemment critiqués. Phénomène des gilets jaunes, phénomène des antipasses
sanitaire aujourd'hui, c'est-à-dire des mouvements violents qui travaillent avec un outil qui s'appelle le smartphone. Et celui qui utilise le smartphone peut se dire « mais je suis journaliste ». Journaliste, c'est un métier, vous le savez. Donc un peu l'expectative, hein, on se demande comment ça va continuer, est-ce que ça va changer ? Un peu de recul, la hiérarchie a changé, la donne a changé, mon boulot, la hiérarchie, et un peu de refus des anciens systèmes en gros. On a accéléré les mutations. Oui, et la crise sanitaire, aujourd'hui, fait naître deux préoccupations concrètes dans les entreprises. D'abord, les difficultés d'approvisionnement, d'énergie, de matières premières. Et dans le métier du transport, on sait ce que cela veut dire. Les clients sont là, les fournisseurs sont là ou pas là, donc c'est important. Et puis, une revendication salariale. Alors ça, c'est quelque chose qui est très net. Les NAO, comme on dit dans les entreprises, les négociations annuelles obligatoires, c'est-à-dire l'ajustement des salaires, est un moment difficile parce que de nombreux salariés ont dit on a fait de très gros efforts, et c'est vrai, pendant la période de confinement, on a réduit les salaires, on n'a pas travaillé, on n'a pas été payé. Bon, l'inflation repart, et une inflation pour l'instant modéré, mais qui peut repartir, bien sûr. Et puis un marché du travail qui se retourne. Il y a des secteurs entiers de l'économie, et ça c'était examiné, qui ont besoin de main-d'œuvre et qui n'en trouvent pas. Mais ça fait plusieurs dizaines d'années que vous surveillez le climat social. Il est explosif. Le 5 octobre, il y a grosse manif de la syndicale. Hein. Les organisations syndicales traditionnelles ne sont pas aujourd'hui en situation, en capacité et même en volonté de mettre le feu aux poudres. Le 5 octobre, en effet, la CGT, Force ouvrière, d'autres organisations organisent une manifestation. Chacun sait que ça n'ira pas très loin. Et chacun le sait parce que nous entrons dans une période électorale où il n'y a pas de revendication par rapport à un président de la République qui va très vite se transformer en candidat. Et les autres candidats, évidemment, vont avoir une vente de fleurs, de promesses comme on n'a jamais vu. Donc, évidemment, l'ardeur revendicative n'est pas là. Ce qui est préoccupant, ce sont des mouvements sociaux possibles en dehors des syndicats. Autonomes, style gilet jaune, y compris dans les entreprises, on peut en voir, et puis une sorte d'apathie, de manque d'engagement dans l'entreprise. Et l'entreprise a besoin de bien sentir quelle est, et ça c'est un enjeu important, quelle est une action collective, un projet, une passion. Les métiers de transport sont des métiers de passion. Et c'est très important. Une entreprise, c'est pas seulement un lieu, un territoire, un assemblage de compétences. C'est aussi une envie de servir un client, de rendre satisfaction à un client, à un actionnaire aussi, d'avoir finalement une capacité d'agir ensemble qui fasse que l'entreprise Dupont, pardonnez-moi l'expression, elle est familière, n'est pas l'entreprise Durand. Et que cette concurrence est une concurrence saine. Et c'est là où on voit que le facteur humain est important. En gros, c'est le moment de travailler sur la cohésion des équipes. Exactement. La cohésion des talents, vous dites. Oui, avec des évolutions qui aujourd'hui émergent. Et on parle beaucoup du télétravail, il n'y a pas que ce facteur-là, mais le télétravail, le travail à distance, tout cela n'est pas encore bien maîtrisé. Le télétravail a été très développé pendant la période de confinement sanitaire. On est monté jusqu'à 25-30% des salariés en télétravail. Pas tout le monde, bien évidemment. Une infirmière, un chauffeur d'autocar ne font pas du télétravail. Mais dans des entreprises, par exemple, de construction automobile, le télétravail a été très fort. Pas sur les chaînes de production, pas dans les ateliers de montage. Mais aujourd'hui, les entreprises sont en train de repenser considérablement l'organisation et le temps de travail. Et ça, c'est l'évolution longue. Vous savez, la crise sanitaire, c'est un moment. Oui. Ce n'est pas un... on dit souvent que la société en France change par les révolutions. C'est faux. Les grandes révolutions et les grands progrès sociaux sont toujours le résultat d'évolutions lentes. Le passage, par exemple, d'une France agricole à une France industrielle. La montée en puissance, encore inachevée, mais des femmes dans le monde du travail et des femmes dans les responsabilités. Donc ça, c'est lentement. Et nous le voyons aujourd'hui avec le télétravail. D'après vous, c'est le moment ? Est-ce qu'il y a un alignement des planètes qui favorise ? Ce matin, on a vu que la signature d'une entreprise, l'entreprise Dupont,
la fameuse entreprise Dupont, elle va se différencier évidemment par sa pérennité, son chiffre d'affaires, son financement, mais également par sa signature sociétale, environnementale, parlons du social. C'est le moment de travailler sur les équipes, sur les hommes. Oui. Oui, parce que les grandes évolutions de notre économie, de notre société, elles sont là. Évolution écologique, et ça, on n'y coupe pas, c'est très important, nous y allons. Qui aurait pensé, il y a seulement 10 ans, que l'industrie automobile française allait devoir, en un temps record, évoluer vers l'électrique? Personne. Et deuxième grande évolution... Monsieur PSA, le diesel, c'est fini bientôt. Bien sûr, mais une usine à Metz... chez PSA a été complètement reconverti, des investissements se font dans le nord de la France dans cette entreprise. Enfin, c'est à marche forcée, peut-être très dangereuse pour ces entreprises, mais ça avance. Et puis, pour venir à votre sujet, l'évolution numérique, l'évolution des technologies. Même pour le TRM ? Mais bien sûr, tout est en train d'évoluer, les métiers évoluent, alors ils n'ont jamais cessé d'évoluer, mais les métiers évoluent, les emplois évoluent. Et cela veut dire que les entreprises qui vont devoir être en avance sur les autres auront à travailler la formation, un sujet bien plus important que celui des salaires, l'organisation du travail et des temps de travail, et la façon dont la régulation sociale va pouvoir se faire dans une branche professionnelle. La branche professionnelle, c'est un peu la grande oubliée aujourd'hui de la régulation sociale. On fait des lois, oui. Beaucoup de lois, trop de lois peut-être, bon, chacun appréciera. On fait dans les grandes entreprises des accords d'entreprise, mais on ne fait pas suffisamment vivre en France la négociation de branche. Or, la négociation de branche, elle a une grande vertu. Elle permet d'abord pour tous les salariés de la branche de bénéficier des mêmes avantages sociaux, des mêmes avancées sociales, qu'on travaille dans une grande ou une petite entreprise. Et pour les dirigeants d'entreprise, elle donne des règles égales à la concurrence. C'est un dispositif qui, finalement, est un dispositif anti-dumping social, qui permet aux entreprises de faire monter leur niveau social, parce que faire grandir le social dans l'entreprise, c'est faire grandir la performance globale aussi, par rapport à des concurrents. Il vaut mieux un accord de branche qu'un accord au roi des pâquerettes. Oui. Oui, parce que la négociation de branche a aussi... entreprise, dans oui, l'entreprise. Et puis la négociation de branche a cette grande vertu, c'est que ce sont les acteurs directement concernés qui s'occupent de leurs affaires. En France, on critique l'État, mais on est toujours à dire « Ah ben il faudrait une loi pour changer ». Non, la négociation de branche, c'est le patronat, les syndicats, qui se concertent, parfois ils se frottent entre eux, ils se fritent entre eux, mais... Ils mettent en place des accords et ils génèrent des institutions, des dispositifs qui régulent le social. La formation professionnelle en est un bel exemple. Y compris avec la génération Z, les petits nouveaux là qui ont des conceptions différentes du travail. Vous dites le CDI par exemple, c'est pas obligatoire. Alors oui, ce sont des évolutions, mais ces évolutions, elles doivent être gérées au niveau de la branche. En effet, aujourd'hui, le CDI, le contrat à durée indéterminée, est moins attirant. Attention, il est encore plus de 90% des salariés sont en CDI. Mais vous dites les entrants le sont moins. Vous dites c'est pas l'avenir du genre humain. Non, c'est pas l'avenir du genre humain parce qu'il y a un besoin d'autonomie, il y a un besoin de fierté et d'autonomie et d'indépendance. On ne travaillera plus dans les années à venir toute sa vie dans la même entreprise, au même poste, on le sait. Donc il va falloir organiser les changements de métier et aussi les changements d'entreprise. Ce n'est plus aujourd'hui une infidélité à l'entreprise que de la quitter. Ce n'est pas une infidélité à l'entreprise que de la quitter. Mais c'est du devoir de l'entreprise de garder son ADN, sa puissance, son identité collective. Et c'est tout le besoin d'un chef d'entreprise qui doit conjuguer l'exigence du changement. Le chef d'entreprise, c'est un ordonnateur du changement. Et puis le besoin de conservation. On a nos fiertés territoriales, locales, nos fiertés professionnelles. Tout cela évolue. Il ne faut pas que la conservation l'emporte sur le changement, parce que là, on se rabougrit, on se nationalise de façon bête. Il ne faut pas non plus que le mot changement ou le mot révolution soit le Graal à atteindre à tout moment. Vous employez des mots forts, hein. Tout à l'heure, vous avez dit, le TRM, le transport routier, c'est un métier de passion. Oui. Et là, vous avez utilisé 5 fois le mot de fierté. Oui. C'est un mot fort. C'est-à-dire qu'il faut donner du sens, il y a du sens. Avec le dialogue social, on peut dire qu'on est fier de son boulot. Oui. Vraiment.
Oui, bien sûr, parce que parler de la vie quotidienne, parler des problèmes de logement, parler des problèmes de transport, parler des horaires de travail, des conditions de travail, ce n'est pas d'abord que l'affaire des syndicats. C'est l'affaire des entreprises, des hiérarchiques, des chefs d'équipe. Tous les jours, si je suis chef d'équipe, j'ai besoin d'organiser aussi la vie de mes collaborateurs, des membres de mon équipe, la vie collective, la passion collective. Une entreprise sait organiser dans l'année aussi des moments, des événements, des fêtes. Il y a des instances pour cela, le comité social et économique qui sert à ça, des manifestations organisées par l'entreprise. Oui, la fierté d'appartenir à une entreprise, c'est un élément de sa performance globale. Et ça se travaille. Et ça se travaille. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, monsieur, vous donnez des cours et vous êtes un institut de formation, oui. Un institut français du travail. Oui. Donnez-nous des trucs gratuitement. Écoutez, très simplement, avoir un projet de développement humain et social et ne pas considérer les salariés de l'entreprise comme de la main-d'œuvre que l'on place à un poste et que l'on ne considère pas. Dans le domaine du terrain, le projet, rarement ça. Oui, mais justement, le mot important, c'est considérer l'autre. Bon. Les organisations syndicales sont porteuses de ce besoin de considération, plus qu'on le pense. Donner du temps à l'autre, c'est pas en perdre soi-même, hein, c'est gagner sa confiance, c'est savoir que dans les moments difficiles, l'autre saura, par exemple, augmenter les horaires de travail, donner un coup de collier sans forcément avoir une revendication salariale. C'est pas de l'angélisme, ça, hein. Ouais. C'est du bon projet d'entreprise, développer une fierté, et puis utiliser les différents vecteurs de l'entreprise. Les équipes hiérarchiques, les managers de proximité, les chefs d'équipe, on disait autrefois les contremaîtres, et puis les représentants du personnel. On n'a jamais assez en face de soi un bon représentant du personnel. Ah bon ? Oui, parce qu'un bon représentant oui. du personnel, un représentant du personnel, ça ne doit pas être celui qui se planque pour avoir des heures de délégation à rien faire, oui. Parce que là, en face de soi, on a un médiocre. On a besoin, dans la représentation du personnel, comme dans l'entreprise, toujours des meilleurs au poste en question. Le syndicalisme, c'est d'une certaine façon une aristocratie, ou ça pourrait être, ou ça devrait être. Mon vieil ami André Bergeron, ancien syndicaliste de Force ouvrière, disait... quand j'ai commencé, il est devenu secrétaire général de Force ouvrière en 1963. Oui. Et il a commencé comme ouvrier dans une imprimerie dans la région Belfortaine. Et il disait, les anciens me disaient, fais d'abord bien ton travail, tu revendiqueras ensuite. Et puis il disait aussi, un mauvais ouvrier ne fera jamais un bon syndicaliste. On aimerait que ce soit évidemment le cas de l'ensemble des collaborateurs syndiqués dans notre pays. Fenter, c'est essentiellement des petites et moyennes entreprises. Il y a quelques gros groupes, effectivement. En gros, c'est plutôt des PME, à la rigueur des ETI, la majorité. Il faut que le patron y croie. Oui. Il faut que le management ait la foi. Oui. Et la force d'une PME ou d'une TPE, c'est que très souvent, cette entreprise est conduite par ceux qui l'ont fondée ou ceux qui en sont les actionnaires. Et le mot actionnaire doit être réhabilité. L'actionnaire, c'est pas comme on l'entend dans certaines gazettes, celui qui se remplit les poches de dividendes en dormant. L'actionnaire, c'est celui qui actionne. C'est-à-dire qui a la vision longue de l'entreprise, qui se dit, parce que c'est mon capital social, j'ai besoin de le faire fructifier. Je vais y associer tout le monde dans ce travail de dynamisation. Mais il faut qu'il soit persuadé que pour le faire fructifier, il faut y associer tout le monde. Exactement. Ça manque la foi ? Non, ça manque pas. Ça se réveille. Ça se travaille ? Oui, ça se travaille. Ça s'entretient ? Oui. Vous savez, c'est comme la foi religieuse. Ça se gagne, ça se perd, ça se retrouve. Vous êtes optimiste, vous, pour ce qui va venir bientôt en France, toujours du point de vue social ? Oui. Oui, d'abord parce que les organisations syndicales, même si elles se rétrécissent globalement, le taux de syndicalisation en France est très faible, oui. 7-8%, dans le domaine du transport encore moins. Mais c'est un syndicalisme qui est en train d'évoluer très lentement. Mais nous avions, il y a encore 20 ans, 30 ans, un syndicalisme lutte de classe. On fait grève, le progrès social en séquestrant le patron et en niant l'actionnaire. Et aujourd'hui, on voit grandir un syndicalisme de concertation, de négociation, de construction sociale. C'est la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, Force ouvrière aussi dans bon nombre de secteurs, l'UNSA. Nous avons un syndicalisme français qui, lentement,
lentement, Jérôme Bonaldi, est en train de rejoindre la culture des autres pays européens. On est interactif, il y a des questions posées par SMS, on va rejoindre en régie Vanessa. Vanessa, est-ce qu'il y a des questions sur le langage très transparent, merci, de notre invité? Oui, alors justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on a beaucoup de questions sur le fameux modèle de dialogue social allemand notamment, et de savoir quelles sont les forces aujourd'hui du dialogue social en France. Alors, on est sous-syndicalisé, il y a un travail lent, très lent de certaines organisations syndicales pour plus de concertation et de dialogue. Est-ce qu'on a des forces ? Oui, on a des forces. D'abord, ne comparons pas la France et l'Allemagne. Hein. On a toujours tendance à idéaliser le modèle allemand en disant « eux, ils font pas grève ». En gros, c'est ça. Attention, en contrepartie, les organisations syndicales sont très présentes dans la gestion de l'entreprise. Dans une entreprise allemande, si vous êtes chef d'entreprise, vous voulez embaucher un directeur, une directrice des ressources humaines. On demande à IG Metall. Exactement. On demande au syndicat s'il est d'accord. C'est pas dans la culture vraiment de l'entreprise française. Un élément important pour faire évoluer ces pratiques et cette culture de relation sociale, c'est la confiance. Et la confiance à travers l'élévation du niveau d'information de l'ensemble des salariés. Il ne faut pas prendre les salariés pour des niais. Si une entreprise garde ses informations sur son avenir, son développement, elle ne les garde pas longtemps. Là encore, tout se sait, y compris le plus bête ou le plus faux. Bon. Donc si l'on diffuse l'information, d'abord on sait que c'est soi-même qui avons diffusé l'information. Les secrets de fabrique, il y en a très peu. Plus vous donnez de l'information, plus vous prenez du pouvoir. Et vous garantissez, évidemment, l'épanouissement de tous. Il ne faut pas prendre des salariés, surtout quand ils ont 20-25 ans, comme des salariés sous-cultivés et sous-informés. Donc l'appareil de discernement est important. Ça, c'est l'affaire de l'école, c'est l'affaire des familles. Mais on a besoin, dans les entreprises, de donner de la compréhension et du sens à ce qui va se passer. Ça, c'est le rôle de la direction. Mais vous êtes d'accord qu'en France, puisqu'on parle de la spécificité française, vous dites, plus on donne de l'info, plus on gagne du pouvoir. En France, c'est le contraire. Celui qui a l'info, il a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, il veut garder le pouvoir, donc il garde l'info. Eh bien, il perd le pouvoir. Bon. Ça veut dire que l'entreprise doit être plus transparente? Oui, attention, transparent ne veut pas dire tout dire à n'importe qui. Je répète, il y a des éléments dans la recherche, dans la finance, oui, dans les projets commerciaux, dans les structurations, les rachats, tout ça, c'est du secret, évidemment. C'est du secret. Mais c'est du secret qui n'empêche pas l'entreprise de diffuser régulièrement, en permanence, y compris à travers ses managers. Dire, voilà, on va changer, je sais pas, dans une entreprise de production, on va changer une ligne de production, voilà pourquoi. Et pas simplement, vous arrivez lundi et la chaîne de production aura été modifiée. Il faut impliquer. Voilà, il faut impliquer, il faut indiquer. Et le monde du transport est un très bon monde, parce que par définition, c'est un monde qui transporte, et qui transporte tout, y compris l'information. Vous savez, les militants syndicaux, ils adorent dans les entreprises syndiquer les personnels de maintenance, c'est-à-dire ceux qui se déplacent dans l'entreprise. S'ils peuvent syndiquer des salariés d'entreprises de transport, ils ont leur facteur qui porte les nouvelles d'un site à un autre. C'est remarquable pour eux. Il y a une spécificité TRM dans le social? Ça sera ma dernière question, parce que, hélas, le temps passe trop vite. Pas particulièrement. Non. Pas particulièrement. Il y a des caractéristiques, évidemment, sociales liées aux conditions de travail, aux exigences. Mais on voit dans les entreprises de transport des belles avancées, des entreprises qui ont pris soin, j'en ai une en tête, je ne donnerai pas le nom, mais qui a pris soin dans des moments difficiles, les chauffeurs sont bloqués sur des autoroutes enneigées, bon, de mettre en place des dispositifs pour aller leur porter de l'aide, du thermos, des nouvelles. Et ces salariés-là, ils font corps avec l'entreprise, et les nouveaux salariés regardent l'entreprise et se disent « Ah, cette entreprise, elle est bien. » Si un jour... Voilà, si un jour. Et là, l'entreprise, par son image, attire les meilleurs. Rappelons-le,
Une entreprise performante, c'est une entreprise qui sait attirer les meilleurs. Et le social, les conditions de travail, l'organisation de travail, l'information diffusée, c'est un élément de cette performance. Information diffusée. Un mot, partage, le mot-clé? Oui, attention, le partage, ça ne veut pas dire la dispersion des décisions. Hein, mais peut-être plus que partage, c'est association, consultation, concertation. Dans une entreprise, il n'y a toujours qu'un patron. Le pouvoir ne se partage pas, mais il se diffuse. Merci d'avoir été notre invité. C'était très intéressant et merci surtout pour la simplicité de votre langage. Vous dites les choses avec des mots clairs. Dans un instant, on va continuer à parler du social, mais très concrètement avec l'emploi, la formation, l'attractivité, les salaires. On va rentrer dans le dur. C'est juste après la pub.